Hello, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons tenter une nouvelle expérience. En fait, j'étais en train de préparer les vidéos sur les différentes manières d'installer Apache Airflow. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de faire une mini-série comme ça sur comment les demandes peuvent venir dans les entreprises et comment on fait évoluer les demandes par rapport aux besoins, euh, comment les clients s'adressent à nous en tant qu'ingénieur automatisation, sécurité réseau ou n'importe quel type d'automatisation, comment on prend ses besoins et bien sûr c'est dans le cadre d'Apache Airflow. Comment on prend ces besoins, on les analyse et on les fait passer étape par étape et faire évoluer la solution en entreprise. Puisque généralement, dans les entreprises, on ne va pas venir vous dire de mettre en place, par exemple, Apache Airflow sur un environnement clusterisé où on a 4 machines ou 5 machines qui sont en cluster. C'est rare que ça vienne comme ça. Ils vont venir avec un besoin précis. Ils veulent la solution tout de suite là et l'expérimenter et l'utiliser. Maintenant, par rapport à la manière dont les besoins vont évoluer dans le temps, vous allez faire évoluer l'architecture. L'idée pour moi ici, c'est de vous partager comment moi j'analyse les besoins. Donc, s'il y a un besoin d'automatisation, comment j'analyse avec le client pour faire ressortir le vrai besoin et de proposer une solution. Si tu es un consultant ou ingénieur, tu reconnais cette situation. Le client a déjà choisi sa solution avant même d'expliquer son vrai problème. Oui, ça arrive, c'est ce qui arrive même tout le temps. Il a vu un poste ou bien ils ont un problème, il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, ça peut résoudre le problème. Et directement, il veut installer cela et on te fait appel. Donc, dans cette première vidéo, on va déjà voir avec le client comment on analyse un problème et jusqu'à aboutir à une solution et peut-être commencer à dessiner l'architecture. Alors, on- donc le client, il viendra vers toi comme ça et tu es dans cette situation, il te dit, OK, voici la solution, c'est ce qu'on veut. Alors, mais l'erreur là, en tant qu'ingénieur, c'est que ici, c'est de ne pas prendre les sujets par ce bout. Parce que nous, on ne vend pas une technologie, on résout un problème business. Donc, et pour ça, on a une méthode. Donc, il faut avoir une méthode claire qui permet de vraiment d'identifier le problème. Peut-être que la solution que le demandeur ou bien le client demande n'est pas celle qui est la mieux placée pour pouvoir résoudre le problème. Parce que, imagine que vous installez la solution là et par la suite, le client dit, ah non, ça n'a pas résolu mon problème et tout. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le client ne veut pas d'une technologie. Il veut une solution à son problème. C'est une, c'est une longue introduction. Salut, moi c'est Ibrahim Abirité, je suis ingénieur automatisation, sécurité, réseau. Donc, bienvenue sur cette scène NetSecDev où on parle de l'automatisation pour ingénieurs sécurité réseau et plein d'autres sujets qui sont intéressants. Aujourd'hui, je vous montre ma méthode d'analyse pour transformer une demande floue en cahier de charges précis. Et vous allez voir, le client pensait avoir besoin d'un outil. Vous allez voir que la réalité va complètement vous surprendre puisque le besoin, et vous allez voir, le client pensait avoir besoin d'un outil, mais en réalité, il a un problème qu'il veut résoudre. Donc, nous, on va prendre notre approche d'ingénieur pour pouvoir résoudre ce problème-là. En tant qu'ingénieur, on ne fonce pas tête baissée. On a un framework d'analyse. Donc moi, mon framework pour pouvoir analyser un problème, je le fais passer sur un filtre de 5 étapes. Donc ces 5 étapes-là, on va les analyser ensemble. Déjà, bon, c'est la première fois pour moi d'utiliser cet outil, mais j'ai vu que voilà, il y a des gens qui l'utilisent et que c'est vraiment intéressant comme outil. Donc, on a étape 1. Donc, nous, on va le faire passer par l'étape 1.
Parfait. Et puis, l'étape 2, donc, euh, OK. Après l'étape 2 et ainsi de suite. Donc, on va commencer déjà par, je vais dire qu'est-ce que je fais à chaque étape et on va venir sur le problème du client. La première étape, c'est l'écoute active. C'est vraiment écouter de façon active. Donc, c'est quelque chose qui va de soi. Donc, quand quelqu'un a un problème, il faut l'écouter jusqu'au bout et surtout de façon active. C'est très important. Donc, l'idée dans cette phase, c'est d'identifier le problème déclaré et le problème réel. Donc, c'est d'identifier cela, de faire la séparation claire du symptôme et la cause racine du problème. Donc, en plus de cela, aussi d'identifier les contraintes qui sont cachées. La deuxième étape ici, c'est hop, 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 hop. La deuxième étape ici, c'est des questions. Donc, moi, j'appelle ça des questions chirurgicales. Ça me permet vraiment de poser des questions clés au client afin de bien, euh, afin de bien savoir ce qu'il a besoin à ce niveau. Donc, cette étape, je pose 5 questions qui permettent de déterminer le cœur du problème. Qui, donc, quels sont les acteurs, quoi, quel est le processus qui est actuellement mis en place, donc quand, quelle est la fréquence, le timing, où, l'environnement, localisation et pourquoi, enfin, donc c'est pourquoi maintenant. Du coup, ces 5 types de questions permettent vraiment de savoir exactement ce que le client a besoin. C'est très important de faire passer par cette étape. Donc, il y aura une étape 3. Donc, cette étape 3, ça sera une étape où on va faire une audit technique de l'architecture existante, de la volumétrie et performance, donc les points de défaillance, les dépendances cassées et ainsi de suite. Donc, on va voir tout ceci pas à pas et je ne sais pas, peut-être c'est mieux que je mette les différentes étapes et puis on commence le travail par la suite. Je ne sais pas d'abord, vu que c'est la première fois que je travaille sur ce genre de format. Bon, on va partir comme ça. Peut-être on reviendra sur les différentes étapes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on commence par la première étape qui est écoute active. Donc, on va décrypter le besoin du demandeur. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe à cette étape? Imaginons une conversation. Le client dit, nos scripts bash plantent tout le temps. Donc, ils ont des scripts bash qui plantent tout le temps. On veut migrer vers Airflow. Donc, vous voyez le besoin, le client, il vient directement avec une solution. Donc, lui, il dit, OK, on veut migrer vers une solution. Alors, ça, c'est l'étape 1, ça. Du coup, on est ici. OK? Donc, à cette étape, qu'est-ce que le client dit? On va noter ça ici. Le client, il vient, il vous dit directement, OK, euh, nos script plante. OK. Donc, vous prenez votre petite note. OK. Le client vous dit, OK, on a nos scripts qui plantent et on a besoin d'Airflow. Directement, il vous dit cela comme ça. Alors, donc, comme on a dit, nous, l'idée, c'est de l'écouter, de bien comprendre et de lui poser de bonnes questions. Alors, euh, le client dit ça, nous on dit, OK, racontez-moi par exemple une journée type quand ça plante. Qu'est-ce qui se passe réellement quand ça plante? Donc là, déjà, ça montre que oui, on a écouté le client et on pose une question qui est pertinente. Le client dit par exemple, hier encore le script de sauvegarde a planté, du coup, les rapports de conformité n'étaient pas prêts pour l'audit. Hmm, vous, ça fait un trigger dans votre tête. En tant qu'ingénieur, vous dites, ah, ouais, là, il y a des infos qu'il a données là qui sont intéressantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, hop, donc vous, en tant qu'ingénieur, il y a des triggers qui s'allument dans votre tête, ok? Il y a des alertes dans votre tête. Un, le client dit,
euh, le script de sauvegarde. Donc, cela veut dire ils font de la sauvegarde. OK? Donc, vous notez cela. Script de sauvegarde. OK. Donc, déjà, il y a des scripts de sauvegarde. Ça, c'est un premier point. Cela veut dire que ce n'est pas que de l'automatisation, c'est critique. Parce que les sauvegardes sont vraiment très importantes dans la vie d'une entreprise, hein. Donc, pour faire les rollbacks, s'il y a un problème, des trucs comme ça et tout, il y a plein d'usages concrets qu'on a besoin qu'on a besoin, euh, qu'on met en avant lorsque on met ces arbres de mécanismes en place. Donc, le premier point dans la phrase du client, vous avez décelé cela, script de sauvegarde. Ça, c'est un premier point. Donc, cela veut dire que c'est critique. OK? Vous vous dites ici, OK, script de sauvegarde, cela veut dire que c'est critique. Parfait. Alors, ce n'est pas que de l'automatisation. Maintenant, le client continue. Voilà. Dans la même phrase, hein, il dit du coup, les rapports, il parle des rapports. Les rapports de conformité n'étaient pas prêts pour l'audit. Donc, il y a un deuxième point qui est là, rapport de conformité. Ça, c'est important. Rapport. OK. Il dit le rapport de conformité n'était pas prêt. Ça, c'est très intéressant. Cela veut dire qu'ici, il y a un enjeu réglementaire. OK? Il y a un enjeu réglementaire, il y a un risque juridique qui est là. Alors, ça dépend du client, hein. Ça peut être un client dans le domaine de la banque ou PCI DSS ou autre type de truc. Mais l'idée est que, vu que c'est la conformité, c'est qu'il y a un risque juridique. Donc, l'enjeu ici, parfait. Maintenant, vous commencez vraiment à vous documenter. Vous avez votre petit cahier ou votre petit ordinateur où vous notez toutes ces informations qui sont utiles. Alors, à partir de là, le client, il a fini sa phrase par l'audit n'était pas prêt. Donc, vu que l'audit n'était pas prêt, on parle d'audit. Ah, cela veut dire que c'est un environnement qui est réglementé. Ok? C'est un environnement qui est réglementé, donc il y a des contraintes supplémentaires. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez déjà 3 points, vous avez décelé en une phrase, vous avez décelé 3 points qui sont critiques. Donc le client, il dit, OK, l'audit. Donc vu qu'il a parlé d'audit, nous, directement, on s'est dit, OK, c'est un environnement réglementé. Donc, cela veut dire qu'il y a des contraintes. OK, parfait. Donc, vous voyez déjà en écoutant le client, on a transformé le problème déclaré. Le problème déclaré, c'est ça. Donc, ce problème, ça, c'est le problème déclaré. OK? On va appeler ça problème déclaré. Donc, ça, c'est le problème déclaré par le client. Et à travers en écoutant activement le client, on est passé du problème déclaré au problème réel détecté. Donc, ça, c'est le problème réel qui est détecté ici. Donc, je vais, hop, attention, parfait. Donc, ici, je duplique ça, j'envoie ça ici. Problème réel détecté. Donc, on a le problème que le client a déclaré et nous, le problème qui est réel derrière ça, ça. Donc, en écoutant activement, c'est très important parce que euh, il y a plein de choses qui sont sous-entendues dans les explications du client. Donc, il s'est dit que vous êtes au courant de tout ça. Mais si vous ne tenez pas compte de ces informations, vous allez faire un travail qui ne va pas répondre aux vrais besoins qui sont énoncés là. Vous allez continuer à écouter le client et ainsi de suite. Il donne des explications. Vous prenez des notes, vous prenez des notes, vous prenez des notes. Et ces notes-là vont vous aider à prendre de vraies décisions, des bonnes décisions en ce qui concerne la solution qui sera proposée à la fin. Parfait. Maintenant, on a cela. Donc, la vidéo risque d'être plus ou moins longue, mais voilà, c'est fait exprès.
Donc, je fais cette vidéo pour les gens qui ont besoin d'en savoir plus et d'avancer dans leur carrière en tant qu'ingénieur automatisation réseau. Ceci vaut pour euh, tout type de travail en tant qu'ingénieur. Vous avez besoin de comprendre les vrais problèmes pour pouvoir apporter de vraies solutions. Alors, on a déjà détecté les premiers points. Donc, le deuxième point, c'est l'étape 2. On continue, ça c'est les questions. Donc, je vous ai dit, nous, on va poser les questions en qui, ok, qui, quoi, bon, on va dire d'abord qui, quand, ok, puis combien. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser le tout. Je vous ai dit, il y a qui, quoi, comment, combien, des trucs comme ça vous permet de ressortir des vrais problèmes. Mais nous, par exemple, on va se dire, OK, on va utiliser que ces trois. Alors, le qui. Donc, nous, moi, ingénieur NetSecDev, je dis, qui lance ces scripts actuellement? Donc, je lui demande ça. C'est important de savoir qui lance le script. Le client répond. Il dit, bon, écoute, Monsieur Bérété, actuellement, c'est l'équipe réseau qui le lance via le cron, ok? Mais parfois, l'équipe sécurité les relance manuellement. Ça, c'est intéressant. Cela veut dire que déjà, en posant la question qui, on sait qu'il y a multiples équipes. Donc, cela veut dire sur un même script, il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus. Donc, l'équipe réseau et l'équipe sécurité. Donc, directement, ceci implique quoi? Ça implique un problème de gouvernance. Ça, c'est important. Donc là, on va poser le premier point qui est le qui. Le qui. Donc, on demande le qui. Le client directement nous dit, ah non, actuellement, il y a l'ingénieur réseau et il y a les ingénieurs réseau et sécurité qui gèrent cela. Donc, on va dire équipe réseau et sécu. Donc, cela veut dire qu'il y a deux équipes qui gèrent une seconde, qui gèrent ces scripts. Donc, vous, directement, le trigger qui s'allume dans votre cerveau, c'est que c'est un problème, il y a un problème de gouvernance déjà. OK? Donc, là, multiple équipes égale à problème de gouvernance. OK? Voilà. Donc, déjà, on est pas mal là. On a pas mal d'informations. En quelques phrases avec le demandeur, on a recueilli pas mal d'informations à ce niveau. OK. Maintenant, après le qui, on veut savoir quand est-ce que ceci se lance. Donc, l'ingénieur NetSecDev demande au demandeur, c'est-à-dire au client, à quelle fréquence et quel horaire. Donc, quand est-ce que ces scripts sont lancés. Donc, cette deuxième question aussi est très importante. OK, on continue notre analyse. Donc, du coup, c'est quand. Alors, on demande ça au client. Le client dit, bon, écoute, certaines toutes les heures, d'autres quotidiennement à 3 heures donc, du matin. Donc, mais ça se chevauche parfois. Donc, le client, il donne des informations. Et bon, et en gros, vous voyez ici, OK, déjà, les scripts, quand est-ce que ça se lance? Il y a des fréquences différentes. Il y a du chevauchement et ainsi de suite. Donc, cela veut dire que il n'y a pas d'orchestration. Donc, vous vous dites, OK, donc, si déjà, il y a des trucs qui se chevauchent et que, il y a des heures qui sont là, par-ci, par-là, donc les choses ne sont pas claires, vous vous dites directement ici, OK, on a clairement, hop, je vais copier ça, coller. On a clairement
pas d'orchestration. Donc, qu'est-ce que cela implique directement? Donc, il y a un problème de concurrence sur les ressources. OK. Donc, on avance. C'est très bien déjà. On a pas mal d'informations là. Bon, je n'ai pas noté ce que le client a dit ici, mais bon, vous avez peut-être, vous avez compris hein, ce que j'ai dit. Alors, la question qui va suivre là, ça sera combien? Donc, il y a combien de scripts exactement? On veut savoir combien de scripts sont actuellement en prod. Parce avant de se lancer sur une solution qui sera surdimensionnée, qui va nous coûter beaucoup de ressources pour un seul script ou deux, ça ne va pas. Il faut vraiment savoir combien. Nous, on veut savoir combien. Donc, on demande au client, euh, bon, il y a combien de scripts exactement? Le client dit, bon, écoute, une vingtaine, enfin, peut-être entre 30 et 40, il n'est pas sûr, bon, en comptant les variantes et tout. Donc, le client dit quelque chose comme ça, il donne des fourchettes. OK? Là, vous voyez directement, il y a un trigger dans votre tête. Vous vous dites, écoute, il dit entre 20 et 30. Donc, il dit entre 20 et 30. Peut-être un peu plus ou plus. Donc, il vous dit ça. Vous vous dites, ah ben écoute, ça c'est c'est un problème de sous-estimement qui est classique, quoi. OK, parfait. Maintenant, vous dites ça dans votre tête, vous notez ça dans votre cahier. Bon, il a sous-estimé, hein, c'est clair. C'est très classique. Nous, on va prendre, OK, probablement 80, plus de 80. Parfait. Maintenant, là, on a posé des questions qui nous permettent déjà d'avoir quelque chose de clair, donc sur lesquels on peut déjà réfléchir pour pouvoir proposer une audit technique qui est notre étape 3. Alors, on peut se faire un petit mind map hein, pour pouvoir expliquer en gros ce qu'on a eu à partir de là. Mais vous voyez déjà, qu'est-ce qu'on a? On a le script qui se sauvegarde script de sauvegarde, cela veut dire que c'est critique, on a ça déjà. On a des risques juridiques, donc ça vraiment, c'est la criticité qu'on a identifiée comme ça. Ça, c'est le premier point, la criticité. Alors, et puis par la suite, on a parlé de volumétrie. Ça, c'est la volumétrie. Donc, du coup, nous, on va prendre notre mind map et on identifie ces trucs. Bon, pour ne pas répéter ça une deuxième fois, je vais mettre le texte ici. OK? Ici. Je vais dire ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a identifié ici exactement? C'est la criticité. OK? Donc, cette criticité-là, donc on va prendre ça en rouge ou en une autre couleur. Je ne sais même pas comment on utilise ça. Bon, il ne donne pas beaucoup de liberté, mais bon, ça va. Ça me va comme couleur. Donc, la deuxième ici, on a ça ici. Hop, on continue. La troisième et ainsi de suite. Bon, déjà, on a ça. Du coup, on va dire que là, ça, c'est la volumétrie. Volumétrie. Donc, on a identifié cela clairement. Donc, il y a une croissance possible. Il n'y a pas d'inventaire. Donc, ici, on va dire plus de 80. Donc, pas d'inventaire. Il n'y a pas d'inventaire clair. OK? Mais on a quand même une volumétrie qui est là. Alors, après cela, on a identifié qu'il n'y a pas d'orchestration. Donc, c'est ce qui est là. Donc, du coup, ici, je vais copier-coller ça. Voilà. Du coup, ça sera l'orchestration. Parfait. Voilà. Maintenant, on a identifié qu'il n'y a pas d'orchestration. Ça, c'est très important. Donc, il y a des dépendances qui sont cachées. Les choses ne sont pas claires. En fait, déjà, ici, il y a ça, pas d'orchestration. Les dépendances, on ne sait pas. Donc, il y a des dépendances qui sont cachées. Donc, il y a conflit de ressources. OK? On aura potentiellement parce qu'il n'y a pas d'orchestration. Et puis, pour finir, cette partie-là, c'est la partie gouvernance. Parfait. Du coup, la gouvernance,
Ça, on a le problème de gouvernance parce qu'il y a beaucoup d'équipes, mais les choses ne sont pas coordonnées. Donc ça, c'est très important d'identifier ce point aussi. Alors, en 10 minutes, on découvre un écosystème qui est complexe quand même. Ce n'est plus un script qui plante, c'est l'architecture d'entreprise. Vraiment, on a quelque chose de complet ici qui montre à quel point voilà, le client peut ne pas avoir une idée claire de ce qu'il veut, mais en discutant avec lui et en détectant les bons points, on arrive à trouver les vrais problèmes du client et par la suite, on va proposer une solution. Ou bien, en gros, bon, on va proposer une solution, bien sûr. Alors, on va continuer notre réflexion, donc qui est sur l'étape 3. Donc, l'étape 3, c'est l'audit technique, donc la réalité du terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a réellement? L'objectif ici de l'étape 3, c'est quoi? Bon, je vais copier ça. Je colle ici, hop. Donc, l'étape 3, l'objectif ici, c'est l'audit technique. C'est important. Vous n'allez pas venir proposer une solution alors que vous n'avez pas fait l'audit technique. Donc, ici, cet audit aura pour objectif de voir déjà l'architecture existante. OK, ça c'est le premier point. Après l'architecture existante, pardon, l'idée, ça sera, c'est d'avoir la volumétrie. Donc déjà, on a une idée de la volumétrie, mais ici, c'est de vraiment préciser la volumétrie et la performance. OK, on va rentrer vraiment dans les détails techniques. Donc, c'est une audit technique qui sera fait ici. Et puis, on verra potentiellement les points de défaillance. OK. Donc, on peut ne pas avoir tous ces points, mais il est important quand même de savoir en fonction du retour du client, de savoir quels sont les points qu'il faut creuser, et quels sont ceux qui sont vraiment évidents. Donc, ça, c'est l'étape 3. Donc, à cette étape, on va commencer tout de suite avec le client. Alors, maintenant, on va dessiner l'architecture qu'ils vont nous donner. Donc, on les dessine tels ils nous ont donné. Bon, si vous n'êtes pas, moi, je suis très schéma, donc j'aime faire des petits schémas pour pouvoir voir ce que ça donne. Si vous n'êtes pas comme ça, c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez, mais faites en sorte que l'architecture soit claire pour vous. Donc, en gros, l'architecture actuelle, après analyse de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, la manière dont ils travaillent et tout, vous vous rendez compte que vraiment, c'est un vrai chaos organisé. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple ça. Ah, je ne sais pas comment on est venu à cette couleur. Voilà, on vient là. Donc, vous avez par exemple ceci comme ça. Donc, ici, c'est le serveur principal. OK? On va dire que ça, c'est le serveur principal. Donc, c'est le serveur sur lequel les scripts sont lancés. Alors, sur ces serveurs, qu'est-ce qui se passe? Sur ces serveurs, qu'est-ce qui se passe? On a des crons qui sont lancés. Donc, on a un premier cron. Donc, on va dire ici un premier cron. Et puis, par la suite, un second cron. Donc, ça, c'est le cron 1. Voilà, désolé, au fait, j'étais, j'étais à fond là-dedans et mon enregistrement, au fait, j'utilise Clipchamp, ok, la version gratuite, du coup, qui est limitée à 30 minutes. Du coup, les 30 minutes étaient dépassées et moi, je ne me suis pas rendu compte. J'ai continué à dessiner. Mais bon, je vous fais le récap de tout ce que j'ai dit dans le vide. Maintenant, vous avez le truc. En gros, donc, on a cron 1, cron 2, cron 3. Donc, chaque cron est utilisé par une équipe et ils ont une base de données qu'ils partagent. Donc, une base de données, donc, il y a un problème de concurrence là qui implique directement un danger. Donc, il est important de quand même avoir une idée claire de ce qu'ils ont avant de proposer même la solution. Donc, déjà, vous êtes venu, le client avait une solution. Maintenant, là, voyez tout ce qu'on a découvert.
Voilà, donc on continue notre réflexion. Alors, à partir de là, euh, déjà, ici, donc le serveur principal va interagir avec d'autres outils. Donc, on a un système ERP, du monitoring SIEM. Donc, ce sont les données qui sont utilisées à ce niveau. Donc, on a le reporting euh, de conformité. Donc, ça, c'est le output en quelque sorte. Donc, bon, je vais mettre ça rapidement. Comme ça, on a ça devant nous. Donc, le premier, par exemple, on va dire que c'est système ERP. Donc, ceci, ce sont les outputs qu'on aura, quoi. Parfait. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième, par exemple, ça sera le monitoring. Donc, on a un SIEM qui reçoit ça. Donc, et puis, on a en dernière position le reporting. Donc, le reporting, là, ça, c'est pour la conformité. Bon, on a détecté, on a identifié l'architecture actuelle. Donc, c'est cette architecture qui est en place. Parfait. Donc, ici, hop, je vais venir là et j'indique comment les choses se passent. Voilà. Voilà. Du coup, hop, si je zoom out comme ça, on a quelque chose de ce genre. Est-ce que c'est possible de scroller à droite ou à gauche? Je ne sais pas. Bon, on ne peut pas. Déplacer le dessin, maintenir les molettes. Ah, voilà, ça c'est beau. Ah, vous voyez, c'est bien des fois de lire les choses, hein. Ah bon, regarde. Bon, on a déjà notre architecture. Nous, c'est ce qu'on voulait. On veut comprendre comment les choses se passent. Alors, quels sont les points de défaillance, ok, qu'on a identifiés? Donc, déjà, on a un seul serveur. Ça, c'est un premier point. Donc, du coup, on peut mettre notre petit rapport à côté ici. Hop, je copie ça. Je mets ça ici. OK. Alors, ici, c'est notre petit rapport, point de défaillance. OK. Du coup, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez. Parfait. Ah, cette application est cool, hein? OK. Donc, les points de défaillance qu'on a ici, je vais commencer par supprimer tout ça. Alors, le premier point qu'on remarque, c'est qu'il n'y a qu'un seul serveur. Donc, en gros, single point of failure. Donc, si le serveur la tombe, c'est fini. OK. Donc, on a un seul serveur. Un serveur. On va dire comme ça pour tout. À vrai dire, on verra tout à l'heure. Peut-être que la solution que même nous, on va proposer pour un début, ça sera un seul serveur. Mais c'est quand même important d'avoir ça à l'idée. C'est très important. Donc, le deuxième point, c'est le fait que il y a plusieurs scripts qui tapent sur la même base de données. Donc, ça, c'est script concurrent sur même DB. Bon, ça, c'est le deuxième point qui est important. Vous avez vu, j'ai fait ressortir ça ici. Ça, c'est un vrai danger. Donc, du coup, par la suite, le troisième point, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de coordination. Ici, nous, voilà, on sait qu'il n'y a pas de coordination. Chaque équipe travaille et puis voilà, rien n'est coordonné à ce niveau. Donc, c'est pas de coordination. Cela veut dire il y a trois équipes, trois approches.
Peut-être dans la même équipe, il y a, il y a plusieurs approches par ingénieur. Donc ça, déjà, ce sont des points, des alertes qui sortent tout de suite là. Donc, il n'y a pas de logging unifié. Donc ça, on a détecté ça, qu'il n'y a pas de logging, par exemple, qui est unifié. Donc chaque personne, au mieux aussi, ce sont des bons ingénieurs, chaque personne aura un fichier de logging qui sera bien dans un fichier et tout, où tout sera logué. Si c'est un bon ingénieur qui sait scripter, hein, parce que je peux vous dire tout de suite là, c'est très facile de créer un script qui n'a pas de log parce que c'est chiant de mettre un système de logging en place. Avoir qu'ayant créé plusieurs scripts, des petits scripts, pas de grosses, hein, mais des petits scripts, facilement on fait sans créer un système de logging. Mais quand le script commence à prendre de l'importance et tout, on fait un système de logging. Mais là, il n'y a pas de logging unifié. Ça, c'est intéressant. Tout ça là va nous aider dans notre choix de la solution à implémenter pour le client. Même si au début, le client a dit tout de suite, la solution, nous on veut Apache Airflow. Et ils ont dit ça directement d'entrée de cours. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'Apache, mais on ne sait rien d'abord. On continue à récolter les données. Donc, vu qu'il n'y a pas de système de log unifié, ceci a pour conséquence directe de rendre le debug impossible, ok, ou difficile. Ok, bon, pas tout à fait impossible ou difficile. Moi, je préfère difficile. C'est pas impossible, mais difficile. Voilà, on va le dire comme ça. Maintenant, la gestion des erreurs aussi, ça va dépendre aussi. Donc, du coup, nous, on va dire que pas de gestion d'erreurs. Même si c'est un bon ingénieur qui sait coder, il va vraiment mettre, loguer la gestion. Même s'il log la gestion des erreurs, c'est que, ou bien il a un système de retry et tout, ce n'est pas tracé comme il faut, vu que le système n'est pas centralisé, ça rend le truc un peu difficile, quoi. Donc, on va dire système d'erreur. Pas des gestions d'erreur. Donc, des échecs silencieux en quelque sorte. Échecs silencieux. Parfait. Maintenant, maintenant qu'on a identifié ceci, alors, il se peut qu'il y ait des dépendances. Donc, nous, l'analyse qu'on a fait du client, c'est que vu que c'est des équipes différentes, il y a des dépendances, par exemple, temporelles, je ne sais pas, le script A va avoir besoin du script B pour pouvoir être exécuté. Imaginons celui qui fait la conformité, il a plusieurs scripts. Il a besoin d'abord que l'extract soit fait. Il y a un script qui fait l'extract et met cet extract dans un fichier. Et par la suite, cet extract qui est fait des différents devices qu'ils ont. Donc, imaginons c'est l'équipe réseau qui s'occupe de ça. Eux, ils créent un script qui fait l'extract des configs et tout. Et puis l'équipe sécu vient récupérer cet extract pour pouvoir faire un reporting de conformité. Ben, sauf que vu que ils ne travaillent quasiment pas ensemble, l'équipe sécu a juste donné un output, un format d'output à donner à l'équipe réseau et l'équipe réseau a pris ce format et a fait en sorte que le script ait ce format. Mais donc, du coup, l'exécution de script de l'équipe réseau sécu va dépendre du script de l'équipe réseau. Donc, vu qu'il n'y a pas d'orchestration, on avait vu ça tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas d'orchestration, donc les dépendances temporelles, donc, n'est pas bien géré. Donc, dépendance temporelle non gérée. Voilà. Ça, déjà, à partir de là, on est pas mal, hein. On a identifié pas mal d'éléments à retenir pour pouvoir faire nos analyses. Alors, après cela, il va falloir faire quelques calculs impact business. Mais écoute, le client, lui, il sait ça. Mais si vous voulez vraiment donner de la valeur à ce que vous faites, vous pouvez faire une petite estimation de, de ce que coûte actuellement le script qui est mis en place. Mais le client le sait, hein.
Donc, le temps qu'il faut à l'ingénieur pour débugger, le temps qu'il faut pour un rapport manuel en retard, l'escalation, donc pendant la nuit, le week-end, machin, tout ça, donc le overtime, du coup, le risque de conformité. Donc, il y a plein de coûts en termes business que le client va devoir gérer par mois, ce qui peut varier, ce qui fait aller jusqu'à 5 000 et quelques euros, donc, ou quelque chose de plus ou plus ou moins, ça va dépendre. Donc, il y a un vrai coût à ce bazar qui est mis en place. Vraiment, il y a un vrai coût. Donc, c'est ce qui fait que avoir un orchestrateur est intéressant. Parce que si on fait un calcul minutieux, un par un, vous allez voir, le client va payer minimum 5 000 et quelques euros par mois. Ou plus. Ça va dépendre, au fait, du niveau de bazar qu'ils ont mis en place. Alors, mais sauf que c'est normal, hein. Ne pensez pas qu'ils ont fait, par exemple, le client fait exprès de mettre ça en place. Non, c'est parce que le scripting, généralement, euh, ça vient coup au coup, en fait. On a un problème, on peut faire un script, on le fait. On a un problème, on peut faire un script, non, on ne le fait pas. Ainsi de suite. Vraiment, c'est comme ça que dans les entreprises, ça se passe. Maintenant, si vous avez un système centralisé, on va parler tout de suite là de l'importance des choses. J'ai déjà fait cette vidéo sur Apache Airflow, mais si vous avez un système centralisé comme Apache qui permet de centraliser tous vos scripts et de vous aider à exécuter et de faire des systèmes avec un système de retry, de logging d'erreurs et ainsi de suite, ça va vous permettre d'avoir une vision claire et de pouvoir réjouer votre script rapidement et d'avoir une trace de tout ça. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qui a un avantage incroyable. Mais là, le coût, voilà, ça peut coûter cher à l'entreprise de faire cela. Alors, maintenant, on va passer à l'étape 4, l'alternative et recommandation. Donc, cette étape est importante. On a les informations, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on veut, il va falloir proposer quelque chose au client. OK? Alors, du coup, on va appeler ça étape 4. Cette étape, hop, je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Alors, cette étape, c'est l'alternative. Là, tu sais, c'est par là que le client, lui, il a commencé. Et vous, vous allez presque finir par cette étape, recommandation. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever ça parce que ce n'est pas utile. Alors, l'ingénieur, après avoir fait ses différentes réflexions, il a pris toutes ces informations, il a fait en synthèse, il a réfléchi sur tous les problèmes, il s'est dit, maintenant, à présent, je comprends le vrai problème. Maintenant, quelles sont nos options? Il réfléchit sur ça maintenant. Quelles sont les options qu'on a? Les solutions possibles. Là, c'est le moment où il faut partir sur Internet, les gars. Vous partez sur Internet, vous faites des recherches. Bon, actuellement, vu que euh, l'intelligence artificielle est sortie et il sait faire ce travail pour vous, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à à prendre les synthèses là, parce que là, vous voyez tout ce qui est là. Il n'y a aucune information sur l'entreprise. Donc, il n'y a pas de risque à dire, OK, voilà, faites attention seulement aux données que vous allez mettre sur les IA. Si vous avez en entreprise une IA en local, vous l'utilisez. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire ça toute seule. Vous regardez les critères que vous avez, les points de défaillance, vous avez identifié ça, vous avez identifié la volumétrie, la gouvernance, l'orchestration, vous avez identifié tous ces points. Vous faites une sorte de synthèse de tout ça et vous faites la recherche d'outils. Donc, si vous êtes débutant, mais si vous êtes un doyen, vous avez duré là-dedans, vous aurez directement des outils qui vont se présenter à vous et vous allez partir chercher sur ces outils qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils n'offrent pas, comment vous pouvez les utiliser dans le contexte de l'entreprise et ainsi de suite. Donc là, vraiment, c'est là où le travail d'ingénieur va commencer. Bon, je rigole, je rigole. C'est là où vous allez montrer votre différence par rapport à la concurrence, la compréhension du problème et
la proposition de solutions concrètes qui pourra résoudre ce problème-là. Alors, quelles sont les solutions qu'on a ici? Alors, on va commencer tout de suite là, la réflexion sur ce sujet. Donc, on va se dire solution possible. Alors, quelles sont les solutions qui sont possibles là? Déjà, on peut commencer par faire le fixe des scripts existants. Donc là, c'est la solution 1. On va dire fixe script existant. Vous pouvez vous dire, écoutez, les gars, moi, je vois vos trucs, mais de ce que j'ai compris, vous n'avez pas besoin de Airflow. On va juste corriger votre script qui existe. Ça, c'est une première solution, mais on va voir tout de suite là quelles sont les limitations de cette solution. Alors, la deuxième solution, c'est quoi? C'est d'avoir un orchestrateur maison en Python. C'est possible, c'est possible. Et ça marche même bien. Alors, déjà, on va faire une analyse, une sorte d'analyse matricielle à ce niveau. Donc, ici, attends. Donc, ici, on va analyser sur un certain nombre de points. Complexité, ça c'est le premier point. Après la complexité, on va analyser le coût. Il faut bien écrire ça. Après le coût, on va voir le délai. Ce sont les paramètres qui sont importants et le risque. Parfait. Maintenant, je laisse ça ici. Je ne sais pas, j'ai mis tous les deux là dans un seul truc. Donc, j'enlève ça ici. Parfait. Maintenant, ça, hop, je fais comme ça. Voilà. Alors, il y a deux cas, hein. Je peux, au lieu de faire des répétitions, qu'est-ce que je pourrais faire? Je mets, hop, on va faire quelque chose. Je dis, OK, toi, on fait comme ça. Ici, je mets solution. Ici, c'est sous forme de tableau, quoi. Sous forme de tableau. Je ne connais pas trop l'outil là, mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Après ça, on a complexité, on va dire comme ça. Comme ça, on pourra voir le tout en même temps. Et puis, après complexité, on a coût. Après coût, on a délai. Après délai, on a risque. Parfait. Alors, on va faire analyse point par point. Déjà, le premier point là, pour fixer le problème. Bon, déjà, quelle est la complexité, le niveau de complexité? Si c'est le fixe, on va dire que c'est simple. On va venir regarder script par script, faire le fixe et tout. Donc, essayer de corriger les lacunes qui existent parce que c'est les scripts qui plantent. C'est ce que le demandeur a dit au début. Il a dit, écoutez, où est le problème? Script plante, besoin d'airflow. Donc, vu que c'est le script qui plante, on corrige le script et on s'arrête là. Ça, c'est la première solution. Donc, ça, c'est pas mal quand même. On continue. Donc, ça, c'est simple. Maintenant, on continue notre réflexion. Hop. Désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos. Bon, j'ai fait ça exprès, hein. Je fais une longue vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, ils vont regarder. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, c'est pas grave. OK? Disons que je le fais pour moi-même. Bon, le coût. Donc, le coût, c'est bon. Donc, le coût, déjà, on va dire que ça va pas coûter trop cher. OK? Disons entre 2 3 cas, par exemple. Ça dépend aussi, hein. Je dis c'est pas cher, mais bon. Enfin, bref. Donc, ça, le coût, on va dire que c'est ça. Donc, le délai, par exemple, d'exécution, on va dire que c'est aussi facile, hein. C'est pourquoi je les mets en vert. Donc, le délai d'exécution, on va dire, par exemple, que c'est 2 semaines. OK?
Voilà, parfait. Maintenant, là où ça va truquer ici, c'est le risque. À vrai dire, le risque est élevé. Mmh. Le risque est très élevé. Donc, parce que, voilà, vous voyez déjà, on continue avec le même problème et bientôt, il y aura un autre problème de ce genre qui va arriver. Donc là, vraiment, le risque est élevé. Parfait. Alors, le client dit, écoute, bien sûr, je veux le faire, mais vu que tu me dis que le risque est élevé ici, tu n'auras pas d'autre solution? J'ai dit oui, j'ai d'autres solutions, bien sûr. Alors, la deuxième solution qu'on peut avoir, c'est c'est bien vraiment d'avoir plusieurs propositions à donner aux demandeurs et de dire quels sont les avantages des solutions. Donc, la deuxième solution, c'est d'avoir un orchestrateur. Orchestrateur maison Python. Donc ça, vous dites ça aux demandeurs. On peut avoir ça aussi. Alors, donc à ce niveau, quelle est la complexité pour avoir un truc? Donc vous dites, écoutez, moi, je pense que là, la complexité est moyenne parce que quand même, il s'agira de développer un truc, un orchestrateur et tout. C'est moyen. Ça, c'est faisable, mais c'est moyen. Je ne vois pas, il n'y a pas de zone ici. Attends, comment on peut faire? Oh, voilà, fallait me dire ça tôt. Donc, du coup, je viens ici, je veux du zone. Zone, 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 zone. Ça, c'est du rose, ça. Oh, est-ce que je peux... Non. Ok, ok. Je ne connais pas le RG du zone. Donc, c'est simple. On va venir là. Hop. Vous voyez, moi, je ne me casse pas la tête, hein. Donc, c'est ça. FFFFF00. Ok, parfait. On vient ici. Hop. Je veux FFFF00. Donc, c'était pas le bon alors, mon gars. Et attends, tu m'as donné quoi comme ça? Et pourtant, c'est ça. FFFF00. Hmm, ok. Écoute, on va dire, je n'aime pas accepter les trucs. Vraiment, ça me casse la tête. Du coup, là, on va dire, on va prendre ça, hein, les gars. Prenons ça. On va prendre ces zones-là. Ça me plaît, ça. Donc, j'enlève ça. Hop, on fait comme ça. Ah, c'est parce que c'est sur du noir, c'est pourquoi. Et puis, je n'ai même pas validé d'abord. Mais bon, enfin, bref. Ok, c'est du jaune, ça. Je sais pas quelle zone, ça. Bon, on s'en fout. Bon, on va dire que c'est moyen à ce niveau. Maintenant, du coup, l'argent, ça va coûter un peu plus cher, hein. Ça va coûter, disons, par exemple, on va dire 8K, par exemple. Ça peut être un peu plus cher, mais on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, nous, l'argent ici, ça ne nous intéresse pas, hein. Vraiment, ça ne nous intéresse pas. Donc, ça va prendre entre 1 à 2 mois. OK? 2 mois de dev. Vraiment, la couleur là ne me plaît pas. Bon, prenons une autre couleur. Vous aurez compris, hein, l'idée, voilà. C'est pas ça, mais c'est de montrer le niveau d'écrit, le niveau qu'on va prendre là. OK. Donc, 1 à 2 mois. Donc, ici, le risque est moyen. Voilà, vous savez, quand on crée l'orchestrateur, déjà, ça répond au problème qu'on a. Et vraiment, là où ça va causer un peu de problème, c'est que c'est pas flexible et tout, mais ça répond au problème par rapport au script fixe. OK, on vient, on montre ça au client. Le client dit, c'est bien, 2 mois, ça va, mais écoutez, il y a toujours un risque si on arrive à faire évoluer nos scripts et qu'il y a des besoins spécifiques. Donc, il va falloir venir reprendre le script de l'orchestrateur, retravailler dessus pour pouvoir faire quelque chose. Tu n'as pas d'autre solution? On continue la réflexion. On dit, OK, nous, on a une troisième solution. On copie ça. On a une troisième solution. Donc, la troisième solution, c'est quoi? La troisième solution, on va lui dire là, une solution
On s'est dit, OK, on va partir sur Internet. On va dire Airflow, parce que nous, on connaît Airflow. Alternative. Je pense. Préfète. Mais moi, je connais pas Préfète. Je suis désolé. Dexter. Oui, dans ma présentation, j'avais parlé de ceci. Je ne le connais pas non plus. Mage AI. Tout ce qui a AI là, moi, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, c'est pas parce que je n'aime pas l'IA, mais je te mets de côté d'abord dans mon domaine, quand même. Ça veut dire c'est un nouveau. Si vous voyez l'AI, cela veut dire c'est un nouveau. C'est quelque chose qui n'a pas encore une vraie maturité. Et on ne va pas se permettre de mettre ça selon que c'est un client. OK. Disons qu'on n'a rien ici. J'avais pensé à quelque chose. Zapier. Alors, Zapier. Hmm. Lui aussi, il a un système de workflow. Je ne le connais pas non plus. Mais je pense que je vais faire une vidéo séparée où on va revoir les outils d'automatisation existantes. Peut-être parce que vous voyez ce que j'ai vu ici tout à l'heure. Lui, je vois que c'est un outil, Luigi là. Je vois que c'est un outil d'automatisation qui est open source là. Je le vois quelque part là, que c'est open source. Je vais voir. Donc, vous voyez, c'est open source basé sur du Python, donc, développé par Spotify. Je vais voir Zapier là, et Luigi, pour voir peut-être que on peut faire des vidéos sur ça aussi. Donc, n'hésitez pas à partager en Workflow. Comme ça, directement, on tombe sur lui. Voilà, c'est lui. Hop. Voilà, c'est lui. Donc, je vais voir déjà comment il fonctionne. J'essaye d'expérimenter. Peut-être je vais faire des vidéos dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de faire une vidéo sur ça. OK. Maintenant, nous, on va revenir là pour ne pas perdre encore plus de temps. Du coup, ici, voilà. Déjà, la troisième solution, nous, on ne va pas aller loin. On dit directement Apache Airflow. Vous vous imaginez bien, nous, c'est, voilà, la série, c'est surtout de Apache Airflow. Et en plus, c'est ce que les demandeurs, les clients a demandé et tout. Mais nous, on va lui dire, écoutez, monsieur, Apache Airflow, c'est une bonne solution. Mais en termes de complexité, c'est vraiment complexe. C'est pas une blague, lui, il est complexe, du coup. Alors, du coup, c'est complexe, hein. Et en termes d'argent, ça va coûter un peu plus cher, hein. Ouais, encore une fois, c'était copié. Bon, du coup, ça va. Je disais à ce niveau, voilà, ça c'est à titre indicatif, ok? Tous les prix là, c'est à titre indicatif. Au cas où il y a quelqu'un dans, dans ceux, parmi ceux qui regardent et qui se disent, je vais confier ça à Ibrahima pour qu'il me mette ça en place, machin, tout ça. Donc, je pense qu'il peut faire ça pour moi. Ne regardez pas ces prix, venez, on va discuter. Peut-être ça sera plus, peut-être ça sera moins, peut-être ça sera vraiment moins, je sais pas. Donc, le délai aussi, c'est important. Il faut savoir, ça dépend en fait de l'infra que vous avez, du nombre de scripts à convertir. Donc, parce que quand même, il faut adapter les scripts pour qu'ils puissent être euh, conformes, en quelque sorte conformes. Bon, il n'y a pas une grande adaptation, mais bon, on va les migrer quand même. Ok. Vu qu'on va les migrer, il faut vraiment faire attention à ce niveau. Alors, du coup, 2 à 3 mois, ça c'est juste des estimations. En termes de risques, il n'y a quasiment pas de risques parce que c'est un outil qui est éprouvé, c'est un outil qui est très, très utilisé. Ok, il a de la maturité, il est stable, c'est de l'open source, il y a une forte communauté derrière, donc vraiment, le risque est faible. Voilà. Maintenant, le client, lui, tous ces blabla là, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut votre recommandation et votre recommandation et surtout le justifier pour lui.
Donc, nous, on va dire, écoute, nous, on te recommande Apache Airflow. Il sera un peu content parce qu'il est venu avec cette idée, mais il aura besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut lui proposer exactement. Alors, du coup, on dit, OK, écoute, c'est simple. Euh, Pourquoi c'est important Apache Airflow, même si c'est complexe à mettre en place, un d'abord, c'est que parmi les avantages, c'est que c'est un outil conçu pour de la prod critique. Il y a des grosses entreprises qui l'utilisent déjà. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Si tu vas sur Internet, tu vas voir, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent euh, cet outil. Donc, on va dire Airflow, entreprise qui utilise. Vous voyez ici, parmi les utilisateurs d'Apache Airflow, on peut compter Airbnb, qui n'est pas une... Voilà, bon, déjà, voilà, c'est normal. Mais là, vous voyez, il y a Netflix, il y a Slack, il y a Adobe, et ainsi de suite. Donc, je ne suis même pas rentré dans les détails, mais vraiment, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Ça, déjà, c'est un argument phare pour Apache Airflow. Et c'est multi-équipe. Vous lui donnez la deuxième argument. Donc, si vous voulez le deuxième argument, si vous voulez, je peux vous mettre ces arguments-là ici quelque part. Bon, imaginons, je mets ça ici. Bon, on va dire recommandation. Apache Airflow. OK. Donc, pourquoi cela? Je vous ai dit tout à l'heure, un enterprise grade. En fait, c'est utilisé par les entreprises. Je vous ai donné des exemples. Vous pouvez partir sur Internet et vous allez voir, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Donc, c'est multi-équipe. Ça, c'est très important par rapport aux besoins qui a été soulevé. Et surtout, il y a du airbag qui est intégré, qui est natif. Donc, plus la gouvernance. Donc, il y aura un super admin qui va donner des droits, machin, tout ça. Donc, c'est du rôle base, comment on appelle des airbags même, des rôle based access, oui, airbag. C'est ça. C'est un mécanisme d'accès, nanana. Mais le contrôle d'accès basé sur le rôle, c'est ça. Role based access, quelque chose, c'est ça la signification. Donc vraiment, ça permet de gérer les accès à l'outil. Le troisième, c'est l'observabilité. OK? Les gars, si on crée un outil interne, le truc est que en termes d'observabilité, ça va être un peu compliqué. On va peut-être essayer de mettre quelque chose en place, mais ça ne sera pas complet. Mais avec Airflow, l'exécution, l'historique, le versionning même des exécutions, vraiment, c'est de la folie cette troisième version qui est là. Du coup, vraiment, on a de l'or. On a de l'or. C'est bon là. Du coup, même à partir de là, c'est bon comme argument. On n'a même pas besoin de partir loin. Le quatrième argument ici, c'est le retry, le système de retry, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la gestion d'erreurs. OK? Parfait. Maintenant, après ça, quel autre? Le scaling. Ça, c'est très important pour les entreprises. L'entreprise va dire, mais attends, si le nombre d'exécutions augmente et que j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs sièges, il y en a un qui est à Paris, l'autre est à Marseille, l'autre est de l'autre côté dans l'autre pays, et tout ça là, je veux centraliser dans mon orchestrateur. Est-ce qu'il répond à ce problème? Est-ce que la montée du nombre de scripts pourra être pris en charge par l'outil? OK. Et là, Airflow, il vous donne une architecture distribuée qui vous permet d'exécuter une seule instance d'Airflow, mais sur plusieurs serveurs. Là, comme ça, vous pouvez scaler sans problème. Et là, c'est un argument fort. Alors, le sixième point, on peut même s'arrêter là, hein, mais le sixième point, on a parlé tout de suite là, la sécurité.
vraiment le code, les, les trucs et tout ce qui est là-dedans, vraiment l'authentification, il y a l'audit REL intégré. Vraiment, c'est en termes de sécurité, on est bon. On est bien fourni, hein. Et surtout, tout dernièrement, avec l'architecture, la modification sur l'architecture qu'ils ont fait, ça fait que, voilà, Airflow, il pète, il casse tout. Donc, on a parlé tout de suite là de la communauté. Ça, c'est très important. Donc, le risque, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les nouveaux outils qui sont basés sur des l'IA et tout, machin, tout ça. Donc, nativement, hein, je ne parle pas des outils qui existaient, mais qui intègrent cette fonctionnalité. Je parle des outils qui viennent de naître. C'est que c'est la communauté. S'il n'y a pas une forte communauté derrière un outil open source, c'est pas la peine de se lancer là-dedans parce que pour une entreprise, hein, parce que ça, le risque est trop élevé. Quand il y a un problème et qu'il n'y a personne pour t'aider, c'est très compliqué. Voilà. Donc, la communauté est forte. Vous voyez, là, déjà, on est bon. On est bon. euh, et vous avez donné les arguments qu'il faut à l'entreprise. Vous avez étudié le problème. Vous avez proposé une solution. Et là, les choses, ça donne du lourd là. OK? Donc, maintenant, le client, imaginons le client dit, OK, déjà de base, moi je voulais Airflow, ton analyse montre que Airflow c'est un bon outil. Maintenant, je veux, euh, quelle est l'architecture que tu vas mettre en place? Quelle est l'architecture là, cette nouvelle architecture? Pardon. Donc la nouvelle architecture c'est quoi? Donc ça sera l'architecture de Apache Airflow qui sera mise en place. Bien sûr, il y aura une partie, ça, cette première vidéo-là, elle est entièrement théorique. Mais la deuxième vidéo, on va partir sur de la pratique. On a compris le besoin. On est en train de mettre maintenant une solution pour le demandeur. Et là, ça sera, on va coder, on va faire des trucs, on va installer l'instance et faire tout ce qu'il y a à faire là-bas. Bon, enfin bref. Alors, quelle est l'architecture qu'on aura? Bon, je vais déjà copier ça. Ça va m'aider. Comme ça, je ne perds pas beaucoup en temps. Et là, hop, comme ça. Parfait. Je zoome ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'architecture finale, Airflow Cluster. Bon, je voulais pas dire cluster, mais parce que ça va porter confusion, mais on va dire comme ça d'abord. OK? Airflow Cluster. Ne voyez pas ça comme le cluster dans le sens Docker ou bien. Voyez ça comme un ensemble d'outils qui travaillent ensemble, quoi. Voyez ça comme ça. Bon, ici déjà, on a l'API serveur. OK? Vous dites client, écoute, on a une API serveur qui est là. Nous, on enlève ça. On va juste mettre quelques composants, hein, des composants clés. Et puis, on a le schedulaire. Donc, le schedulaire, ça sera l'orchestrateur du coup. On le met ici. Et puis, on dit, on a le worker. Les workers, ça c'est pour, hop, hop, là, on a le worker. Et puis, on a une base de données ici qui sera utilisée. Bien sûr, ce sera la même base de données. Mais vu que c'est un outil qui est vraiment bien, la concurrence et tout est bien géré à ce niveau. Comme je vous ai dit, tous les différents outils vont passer par une API intégrée pour pouvoir accéder à la base de données. Donc, le risque qu'on avait ici est quasi nul. Donc, du coup, on a la nouvelle architecture qui est là. OK? On a la nouvelle architecture qui est là. Bon, on continue. L'étape 5, qui est la dernière étape, c'est là le plan de mise en œuvre. Donc, vous faites un plan de mise en œuvre pour le demandeur. En gros, euh, on va commencer déjà dans des problèmes comme ça. L'idée, c'est de commencer par ce qu'on appelle, ce qu'on appelle un POC.
Donc, c'est le mot que je cherchais. Ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept. Donc, ça, ce sera la première phase. Donc, nous, à vrai dire, les différentes phases, je ne vais pas les détailler ici parce que je veux que la manière dont les problèmes viennent, on les traite comme ça. Mais allons-y, on va partir déjà, on va dire au client, écoute, nous, on veut faire des proof of concept, on veut voir est-ce que le concept qu'on a imaginé va marcher pour vous ou pas. Donc ça, c'est très important. OK? Donc ça, c'est étape 5. Étape 5, ça sera du coup plan de mise en œuvre. Donc, dans ce plan de mise en œuvre, on va donner au demandeur, c'est-à-dire au client, quelles sont les étapes qu'on va mettre en place pour pouvoir avancer. Donc, la première étape ici de notre planning, c'est on va faire déjà le proof of concept, le POC. Donc, l'objectif du POC, c'est quoi? Donc, on va dire que, hop, donc, la première phase, on va appeler ça phase 1. Ça sera proof of concept. Ça, c'est le POC. Donc, le POC, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 1 à 4 semaines, ça dépend. Donc, du coup, le POC ici, on aura déjà un objectif clair. Il faut que l'objectif soit clair. L'idée ici, c'est de valider la faisabilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de valider la faisabilité et de voir que le truc marche bien tout de suite là. On ne va pas aller trop dans les détails. Après, il faut un livrable. Donc, le livrable qui sera donné ici, ce sera quoi? Nous, on va créer Apache Airflow en single node. Donc, du coup, Airflow single node en utilisant bien sûr Docker. Donc, ça sera notre livrable. Donc, ce livrable-là va venir avec 5 workflows critiques que l'entreprise a. Donc, là, je vais dire plus 5 workflows critiques. Parfait. Maintenant, ça, c'est le livrable. Bon, l'équipe qui doit faire le travail, ça, on sait, c'est moi, OK, Ibrahim Aberité. Donc, ça, c'est un ingénieur, je travaillerai dessus. Et puis, euh, bien sûr, l'idée, ce sera de travailler avec les équipes pour comprendre les scripts qu'ils ont par la suite, après l'installation. Donc, il y aura du coup un ingénieur. Du coup, il y aura besoin des gens qu'il faut former aussi, donc les intervenants. Donc, généralement, on a un ici, c'est bon. Après, on reviendra sur ces sujets. Donc, on va parler du budget. Donc, budget, déjà, moi, je je vais rien mettre ici, mais bon, vous allez voir par rapport à la prestation que vous donnez, vous mettez un budget là-bas. Donc, et puis, il faut mettre le critère de succès. Ça, c'est très important. Critère de succès. Le critère de succès, c'est les 5 scripts migrés avec succès. OK. 0 plantage, parce que c'était le problème de base, il ne faut pas oublier. En 2 semaines. Parfait. Donc, ça, c'est le proof of concept. Ça, c'est la première étape. Du coup, moi, j'ai envie, je vais, bien sûr, je vais revenir, hop, une seconde. Poum. Voilà. Les autres phases, il y aura une phase pilote, OK? Après, une phase optimisation et scaling. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ça. Pourquoi? Parce qu'on veut partir progressivement, OK? Donc, vous allez parler des risques identifiés pour la migration. Donc, la migration, déjà, on a la résistance au changement pour les équipes. Ça, c'est très important. C'est un facteur qui est négligé alors que c'est très important. Quand un nouveau outil vient, donc, convertir
les anciens utilisateurs à utiliser cet outil. C'est très important. Donc, il y a un autre point aussi parmi les risques, la sous-estimation de la complexité des scripts existants. Donc, il faut une audit détaillée, donc détaillée en phase 1 de l'ensemble des scripts. Et puis, il y a un problème d'indisponibilité pendant la migration. Donc, du coup, il y a plein de facteurs qui peuvent causer qui peuvent être la source des risques. Donc, et là, l'idée, c'est d'identifier ces facteurs et de faire en sorte que ça soit minimisé le plus possible. Donc, le client, pour finir, on a la validation du client et le next step. Donc, on récapitule ce qu'on a découvert ensemble. Un, on a le client qui est venu avec un problème simple. Vous voyez, tout ce qu'un ingénieur peut faire. Le client vient avec un problème simple, mais script plante, j'ai besoin de Airflow. Donc, il vient avec ce problème. Donc, on a la réalité qui est là, un écosystème critique non gouverné, plus de 40 scripts, donc plus de 50 scripts. Donc ici, il n'avait pas une idée claire, mais d'une quarantaine de scripts, trois équipes ou deux équipes hein, qu'il nous a dit, non coordonnées. Euh, on a un risque de conformité majeur, donc le coût caché qui est dépensé sur la maintenance de ces scripts qui va jusqu'à 5 000 et quelques par mois. Donc, et puis, on a le single point failure qu'on a identifié au niveau d'ici. Donc, là, ça, c'est les risques qu'on a avec le script ou bien la manière de travailler actuelle. Et puis, on a fini par proposer une solution. Euh, on a proposé au client d'utiliser Apache Airflow et on lui a dit pourquoi il est important d'utiliser Apache Airflow et puis on lui a dit pourquoi notre recommandation et on a donné 7 raisons qui peuvent faire que le client doit avoir utilisé Apache Airflow. Alors, bon, vous en tant que client, vous dites OK, voici en résumé ce que je viens de vous dire là. Vous dites ça en tant qu'ingénieur, vous dites ça au client. Alors, est-ce que cette analyse correspond à votre vécu? Le client, bien sûr, monsieur Bérété, bien sûr, on n'avait pas réalisé à quel point c'était critique. Donc, voilà. Euh, l'argent que ça nous a coûté en plus en 6 mois, donc ça se défend, auprès de la direction. Donc, il vous dit cela. Ok, parfait. Vous validez l'approche en 3 phases. Vous lui demandez clairement les phases que vous avez identifiées, le POC dans un premier temps. Donc, ça, c'est la première phase. Donc, la deuxième phase, je ne les ai pas écrits, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, le proof of concept, c'est ce qui est important. Donc, après cette phase, on a parlé de la phase pilote. Donc, après la phase pilote, maintenant, on parle du scaling. Vous lui demandez clairement, est-ce que vous validez ces 3 phases? Oui, le client, il va dire, bien sûr, oui, on va commencer petit, avec un POC, c'est intelligent. On peut démarrer quand? Il vous demande ça. Quand est-ce qu'on peut démarrer? Alors, la prochaine étape, ce sera quoi? Démarrage immédiat. On va faire la signature du contrat pour la phase 1. On sélectionne les 5 scripts pilotes. On fait le setup de l'environnement des devs. On fait la nomination des référents dans les équipes, bien sûr, pour nous accompagner sur la compréhension des scripts et des besoins qui sont là. Et puis, on fait un kick-off officiel le lundi prochain pour pouvoir faire le... euh, on fait un kick-off un jour choisi, bien sûr, pour pouvoir faire le lancement officiel. Alors, euh, et voilà, en 45 minutes d'analyse méthodique, on transforme une demande floue en projet structuré avec en vrai une vraie justification business parce que c'est ce qui est important pour les entreprises. La techno, ils s'en fichent de ça. Et ce qu'ils ont besoin,
c'est vraiment de résoudre leurs problèmes. Donc, si vous n'avez pas conscience de cela, vous allez partir dans tous les sens et puis par la suite, vous allez soit sur-ingénierie, sur-ingénierer, ça veut dire proposer des solutions qui sont beaucoup plus complexes par rapport aux besoins ou ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que cette analyse, donc l'analyse qu'on a fait aujourd'hui là, nous enseigne? Premier point, jamais accepter la solution proposée sans analyser le besoin. C'est très important. Deuxième point, les vrais problèmes sont toujours cachés derrière les symptômes. Donc, il est vraiment important d'avoir une méthode de travail. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait là, mais ayez une méthode de travail organisée. OK? Troisième point, c'est de quantifier l'impact business pour justifier l'investissement. Bon, vous pouvez vous dire, moi je m'en fous, je suis un ingénieur, mais si vous êtes un consultant, c'est important quand même de montrer au client que le travail que vous allez faire va vraiment leur rapporter de l'argent. C'est ce qu'il a besoin de savoir lui. Le quatrième point, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la méthodologie. Il faut une méthodologie claire pour éviter les pièges projets. Et cinquième point, progression par phase. Il n'y a pas de bing bang. Il ne va pas venir vous dire, écoutez, on fait directement la mise en place de Airflow, je veux 3 nodes, machin, tout ça. Non, 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 non. On fait des trucs en phase claire que le demandeur, pour qu'il puisse valider déjà la solution et puis par la suite, vous faites l'implémentation complète. Donc, il est important vraiment, cette série, je pense que ça va vous être utile. Si ça ne vous, si c'est pas le cas, moi, je me suis bien amusé à le faire et, et bien que la préparation a pris du temps et tout, donc, mais je trouve que c'est pas mal. Il y a plein de choses que j'ai pu partager avec vous. Donc, disons, Disons que dans la prochaine vidéo, déjà, on va voir le POC. On va commencer la technique. On va commencer à écrire. Tac, 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 tac. Parce que c'est ce que nous aimons. C'est ce que nous aimons. Du blabla, blabla là. Mais le blabla est important pour pouvoir faire une bonne technique. C'est très important. Donc, du coup, la vidéo prochaine, on va faire le POC. Par la suite, on va voir déjà le résultat, le retour du client, voir comment on va scaler tout ça jusqu'à arriver à une solution vraiment multisite, multinode et distribuée totalement. Donc, si cette méthode d'analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker pour valider l'approche consultant. Donc, cela veut dire l'approche terrain en quelque sorte. Comment il faut commenter hein, si vous avez des commentaires à faire. Commentez si vous vous reconnaissez dans des situations que j'ai énumérées ici. Donc, n'hésitez pas de vous abonner pour suivre l'implémentation complète et surtout, dites-moi quelle étape de l'analyse vous semble la plus critique. Donc, l'écoute active, les questions chirurgicales, l'audit technique, etc. Donc, dites-moi, défoulez-vous en commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour passer à l'action avec le POC Airflow. À bientôt. Au revoir.